Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur SciPod, un podcast qui discute et traite de fantastique et de science-fiction sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, on va continuer cette fameuse série de bouquins de Banks et on va parler de The Player of Games, en français L'homme des jeux, dans la continuation bien sûr des deux livres précédents que j'ai pu évoquer sur cette série. Alors, c'est une introduction, il faut le dire, est un peu plus poussée concernant circonstances spéciales et contacts. Donc, pour rappel, circonstances spéciales et contacts, qui sont des services actions et services d'espionnage, qui nous permettent d'appréhender les manigances du service d'espionnage de la culture, et bien sûr sur de quelle manière les entités artificielles se permettent de manipuler les entités biologiques dont elles, ont la responsabilité, si tant est que les intelligences artificielles aient un sexe. Donc, ce serait un bon titre de bouquin, ça. Les intelligences artificielles ont-elles un sexe? Mais puisque je dis ont-elles, au lieu d'ont-ils, c'est que, a priori, ces éléments électromécaniques en ont un. Bref, il est évident qu'à ce stade, nous commençons, surtout si vous avez lu les deux bouquins précédents, nous commençons à mieux comprendre, étant donné que c'est un space opéra, donc avec des vaisseaux spatiaux, avec des orbitas. Il n'y a pas de... Il y a des agents sur des planètes, des agents de la culture qui se trouvent sur des planètes, mais la culture en elle-même est une civilisation galactique dans l'espace, donc où la plupart des gens vivent dans des vaisseaux spatiaux, vivent dans des stations orbitales ou dans des orbitas qui sont absolument gigantesques. Comme je disais, nous commençons à mieux comprendre les échelles de distance, les prouesses technologiques dont la culture est capable, ainsi que la manière dont les humains se situent au beau milieu de tout ça. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce que 80 kilos de barbac, un maximum, ou 100 kilos, ça dépend des gens, ou 45-50 selon les gabarits, qu'est-ce que cet éventail de barbac va faire dans une civilisation spatiale dans des vaisseaux spatiaux. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre d'une certaine manière, c'est que les intelligences artificielles ont besoin d'animaux de compagnie avec lesquels ils puissent communiquer, sinon ils s'embêteraient un petit peu. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de considérer cet aspect. Mais pour récapituler d'une manière assez basique, vous avez en effet le service d'espionnage, donc appelé le service d'espionnage général, qui s'appelle Contact, entre guillemets, et le service Action, qui s'appelle circonstances spéciales. Les deux sont liés, mais distincts. La différence est à la fois pratique et sémantique. L'un des services, en effet, s'occupe de la manière d'agir et l'autre service organise l'action proprement dite, avec ici et là, bien entendu, le cas particulier où les deux services en question se confondent l'un et l'autre. Une chose est sûre, ce sont des IA, pas des êtres humains, qui se chamaillent, pour reprendre une expression présidentielle. Excusez-moi, le texte date d'il y a un certain temps, donc vous m'excuserez, mais pour ceux qui comprendront le terme chamailler et le président que nous avons, vous comprendrez de suite le relationnel que j'effectue entre les deux. Donc pour reprendre une expression présidentielle, lorsqu'il y a des différences d'interprétation sur un sujet donné, ces intelligences artificielles collaborent, essayent de comprendre où le bas blesse, ne font pas de rétention d'informations. Je pense que pour une intelligence artificielle, c'est le pire, c'est un casus belli presque, entre intelligence artificielle, faire de la rétention d'informations. Mais donc ne font pas justement cette fameuse rétention pour tacler le voisin. Au contraire, entre elles, les infos sont partagées, c'est bien sûr la clé du succès. Donc évidemment, vous avez toujours des exceptions, vous avez toujours un drone ou une intelligence artificielle qui se distingue des autres et qui à un moment donné est soit un peu plus silencieuse, soit donc qui ne veut pas trop bavarder avec ses collègues. Soit vous avez par contre des gens qui sont un peu impétueux, donc vous avez des drones, notamment un, et surtout un ici dans cette histoire, avec des caractéristiques très individualistes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fameux services qui mélange diplomatie et espionnage, ouvert vers d'autres civilisations galactiques. Tous les talents, même les caractéristiques les plus individualistes trouvent à s'exprimer dans une espèce de tout logistique que représente la culture avec un grand C. Même si ce n'est qu'une petite partition à jouer, hein. Celle-ci peut être une action décisive qui fera la différence dans l'ensemble du plan
qui a été préalablement décidé. Bien, alors sorti de ces éléments, ce livre est presque, on va dire, un cas d'école. Alors pourquoi? Parce que c'est certainement le livre qui nous précise les liens proches ou distants entre des intelligences artificielles incarnées, notamment et spécifiquement dans des drones et des vaisseaux, d'ailleurs, des vaisseaux spatiaux, puisque vous avez l'intelligence centrale, donc l'ordinateur central de ces vaisseaux spatiaux qui peuvent être absolument gigantesques, qui sont donc des intelligences artificielles. Vous avez donc la nature des liens qui se précisent entre ces IA, donc que ce soit drones ou vaisseaux, et avec leur cargo biologique, qui sont les êtres humains, qui s'y trouvent, ou les êtres humanoïdes parce qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Et donc ce bouquin, L'homme des jeux, parle d'un personnage très précis qui s'appelle Gurgé, qui est donc bien sûr le personnage principal, et on pourrait penser à Gurgé comme un joueur professionnel. C'est un joueur professionnel mais dans un sens précis, c'est-à-dire qu'il prend le jeu, quel que soit le type de jeu. En fait, ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt du jeu en question, c'est-à-dire la complexité du jeu, l'intérêt du jeu en lui-même. Il n'y a pas de gain puisque dans la civilisation de la culture, vous n'avez pas de finance, il n'y a pas de financiarisation, il n'y a pas de monnaie d'échange, tout le monde a accès à tout, vous avez accès à toute la matérialité ou tous les matériaux. Enfin, c'est le rêve, d'une certaine manière, c'est le rêve humide du matérialisme, la culture, c'est-à-dire que n'importe quel individu peut avoir accès à ce qu'il veut. Voilà. Alors, il faut comprendre que bien sûr, il y a des questions forcément de production d'énergie pour obtenir telle et telle chose. Si l'objectif, mais ça sert à rien par exemple de devenir propriétaire d'un vaisseau spatial. D'abord étant donné que c'est le corps d'une certaine manière d'une intelligence artificielle, et que donc vous ne pourrez pas en être propriétaire, déjà, ne serait-ce que d'une conscience à l'autre, ça serait de l'esclavagisme d'une certaine manière, donc ça ne peut pas être le cas dans cette société. Et vous avez aussi un autre problème qui est donc toute la dépense d'énergie qui est reliée à une seule personne. Donc il faut bien se douter que si vous outrepassez, on va dire, un certain quota d'énergie, même si tout ça ce ne sont pas des choses qui sont inscrites dans le livre, ce ne sont même pas des sous-entendus, encore que d'une certaine manière si, et ce livre d'une certaine manière en est un peu l'incarnation. C'est-à-dire que si vous rendez certains services, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont mises à votre disposition. Donc il y a quand même un échange de bons procédés qui s'effectue entre les êtres humains et les intelligences artificielles. Après, il faut bien comprendre qu'il y a des questions des notions de distance, c'est-à-dire un vaisseau spatial n'apparaît pas d'un côté à l'autre de la galaxie immédiatement, c'est évident, donc ça prend un certain temps pour passer d'un bras galactique à un autre, par exemple. Ne serait-ce que ça, qu'il y a quand même une gestion, même si elle est toute relative, même si Banks fait en sorte de rendre la chose, bien entendu c'est un écrivain de science-fiction, de rendre cet élément-là crédible, dans le sens où on comprend bien qu'on ne peut pas apparaître et disparaître donc d'un endroit à l'autre sur le plan galactique, ça se comprend tout à fait. Mais pour revenir au personnage de Gurgé, qui est un joueur professionnel, et qui donc ne gagne rien si ce n'est le plaisir de rejouer, et si ce n'est les succès d'une partie qui est bien joué justement, puisque ce qui l'intéresse lui, c'est la qualité, la complexité et je dirais la subtilité et en même temps l'esthétique d'un jeu. Donc c'est ça qui l'intéresse. Jeu de plateau, très souvent, bien plus jeu de plateau qu'autre chose au passage. Donc je tenais à le signaler aussi. Cela a son importance. Donc Gurgé est quelqu'un qui pense au jeu de manière sérieuse. C'est quelqu'un qui étudie les règles, qui étudie les parties précédentes, comme un joueur de foot va regarder, ou un joueur de basket va regarder les matchs précédents. Donc il aime gagner. Ça c'est évident, c'est quelqu'un qui est très concentré là-dessus, mais pour lui c'est avant tout un passe-temps sérieux, donc c'est un sujet d'étude. On pourrait presque dire enfin c'est pas tout à fait ça, c'est pas un scientifique du jeu, d'autant plus qu'il y a un domaine scientifique qui s'appelle la théorie des jeux, et qui est une branche qui est des probabilités, donc qui permet de savoir, d'allouer des potentialités de succès et d'échec, selon un sujet donné, selon une partie donnée, et un certain nombre de règles bien sûr, donc, mais il faut savoir que ça existe, que c'est développé depuis pas mal de temps, mine de rien. Mais donc c'est avant tout pour lui un passe-temps, donc auquel il est dévoué, comme je le disais, corps et âme. Ça ne l'empêche bien entendu pas d'avoir des relations avec de vieux amis, alors qu'il ou elle soit artificiel ou biologique. Et c'est d'ailleurs
je pense, un des aspects les plus importants, c'est qu'on voit une vie courante d'un citoyen de la culture, bon, qui a un passe-temps qu'il apprécie énormément et donc et qui lui prend beaucoup de son temps de cerveau journalier, mais c'est quelqu'un que l'on voit vivre et naviguer donc avec des intelligences artificielles, avec des drones autour de lui qui sont plus ou moins âgés, qui sont plus ou moins jeunes, avec des êtres humains autour de lui qui sont soit des amis de passage, soit des amis de longue date, etc. Vous avez des drones qui sont des amis de longue date, enfin notamment un spécifiquement, on reviendra là-dessus. Et en tout cas, enfin, dans ce livre, on commence notre introduction de Gurgé par un jeu en réalité virtuelle, donc pour nous introduire le personnage, puis tout un tas de personnages, comme je disais, humanoïdes ou électromécaniques nous sont présentés. Donc tous plus ou moins avec des noms, il faut aussi le signaler, qui sont plutôt loufoques la plupart du temps, surtout lorsque les noms en question sont adressés à des entités faites de circuits imprimés. Les noms sont bizarres sans être bizarres, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que c'est pas des noms qu'on a l'habitude d'entendre essentiellement. Parfois vous avez des dénominations puisque les entités sont relativement plus importantes. D'ailleurs c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, j'avais oublié. J'en avais parlé je crois la dernière fois dans le dernier podcast que j'ai fait sur Banks, à savoir que vous avez une individualisation en fait des drones, donc qui ont des caractéristiques quasi ou quasi psychologiques, ils ont leur tempérament, leur personnalité, qui laisse à penser aussi d'ailleurs, ça me fait penser parfois, même si je change totalement de sujet, que arriver à une certaine complexité, on dirait que quand le cerveau ou en fait, quand ce qui fait le cerveau, c'est-à-dire quand il y a un certain nombre de neurones ou un certain nombre d'interconnexions qui s'effectuent à une certaine vitesse, donc dans un milieu donné, que ça soit le cerveau, que ça soit autre chose, peu importe, vous avez apparemment, de ce que j'ai pu lire, de ce que je peux comprendre de ces sujets-là, et j'ai pas la prétention d'être, bien entendu, un scientifique sur le sujet, mais apparemment, il y a des propriétés émergentes qui se dessinent, d'autant plus si la mécanique quantique a un effet sur ces aspects-là, et ce qui est donc a priori certainement le cas pour un cerveau. Donc c'est assez intéressant de voir que vous avez justement donc ces drones qui ont une personnalité, qui ont des noms pas communs, donc qui font bien entendu plus penser à des noms science-fictionnels qu'autre chose. Donc vous avez un drone qui s'appelle Morinskel, vous avez un autre qui s'appelle Flir Imsao, et dès que vous passez à des catégories très différentes mais dès lors que vous passez à des vaisseaux spatiaux qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus gros, hein, que ça soit qui fassent 1 kilomètre ou plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, vous avez, alors dans ce cas, les noms changent un petit peu. Donc par exemple, vous avez un GSV, donc GSV étant l'acronyme de General System Vehicle, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, vous avez donc ce GSV qui s'appelle Cargo Cult, ou vous en avez un autre qui s'appelle Residuant Synaptic Capacitances. Vous en avez un qui s'appelle Bad Taste. Alors généralement d'ailleurs les Bad Taste c'est plus pour les petits vaisseaux bien agressifs, bien guerriers, donc qui ont des noms pareils, qui ont des surnoms qui font référence à leur tempérament plutôt agressif dès lors qu'ils sont en mission. Donc pour revenir sur le personnage de Gurgé, après quelques soirées bien arrosées, la rumeur d'une jeune joueuse exceptionnelle donc arrive aux oreilles de ce fameux Gurgé pour un jeu particulier, un jeu élégant et en même temps extrêmement complexe qui s'appelle Stricken. Alors, Morinskel, qui est un drone qui rend visite à Gurgé régulièrement, alors celui-ci, il a une histoire aussi bien particulière. C'est un drone de combat, ok, donc qui est relativement petit, donc qui a une conscience, donc, ou en tout cas une certaine intelligence, pas une certaine, mais une absolue autonomie, mais sauf qu'il faisait partie justement de circonstances spéciales et que après quelques méfaits, circonstances spéciales a décidé de le séparer de ses systèmes offensifs. Ok, c'est-à-dire que bon, c'est quelqu'un qui ne se comportait pas très bien avec le pouvoir qui était le sien. En clair, il a été démis de son service actif parce que jugé trop violent, pas assez pro et mesuré. Donc c'est un drone qui est bourré de frustration, qui est prompt à l'insulte envers ses camarades à la surface métallique. Il va traiter les gens de meat brain, waste of matter. C'est difficile de traduire, c'est difficilement traduisible, pardon,
pour des insultes qui sont aussi courtes. Pour les anglophones, je pense que vous comprendrez assez aisément. Alors, Shameless, qui est un autre drone, c'est un vieux drone sympathique ayant plusieurs milliers d'années, affable, poli, toujours très soucieux du bien-être des autres. Ce sont des drones, il faut comprendre, hein, qui peuvent effectivement nettoyer le sol, tout comme s'occupent des choses courantes dans une maison, mais ce sont donc des aspects domestiques, ils n'en ont rien à secouer, en fait. Tout comme, en fait, ils peuvent faire la discussion avec vous, avoir une discussion avec vous, discuter de tout ce que vous voulez, et avoir un réseau relationnel relativement important. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les 2-3 premiers jours auxquels on a accès, notamment, enfin spécifiquement dans ce livre, on voit la vie de Gurgé à travers les relations qu'il peut avoir avec les différents drones. Donc quelqu'un de très sympathique, d'affable, quelqu'un qui le conseille un petit peu, quelqu'un qui le met en relation avec une autre joueuse, mais aussi un drone un peu frustré, un peu méchant, qui est un peu agressif, qui cherche toujours un peu la petite bébête, etc. Enfin, c'était important, bien entendu, dans le cadre du livre, d'individualiser ces personnages-là pour comprendre leurs différences et pour pouvoir bien les identifier dans l'histoire, c'est évident. Donc, on voit aussi une autre personne, Rem, qui est plus ou moins la copine de Gurgé, et encore une fois, on va dire plus ou moins. Je fais vraiment une présentation très succincte. Hein. Vous avez donc alors un GCU. GCU, c'est General Control Unit, donc qui s'appelle le Flexible Demeanor. Vous avez The Unfortunate Conflict of Evidence. Vous avez le nouveau Zealot, le nouveau zélé. Enfin, vous avez des noms comme ça qui sont... Et parfois, ce sont des noms extraordinairement longs. Ça aussi, c'est assez intéressant. Bref, tout ça, c'est pour dire que vous avez une galerie de personnages donc qui sont en partie humains, en partie à base de circuits imprimés. Je pense que de toute façon, enfin, étant donné qu'on est dans un certain futur, ou un futur certain, en tout cas au niveau de la culture, c'est pas nécessairement à base de circuits imprimés que c'est fait, il faut aussi s'en rendre compte. Mais tout le départ, en fait, montre bien que ça démarre presque comme un scénario de film, hein, c'est-à-dire que vous avez la vie classique, courante, d'un personnage pendant 2-3 jours. La routine de sa vie de joueur hors pair. Et puis, une invitation lui est faite par un drone de passage, donc il vient juste s'arrêter dans cet orbita, donc pour jouer à un jeu exceptionnel. Mais il y a des conditions pour jouer à ce jeu. Donc comme je disais, des conditions exceptionnelles pour pouvoir jouer à ce jeu, puisqu'il devra s'y consacrer pendant 4 à 5 ans de sa vie, et qu'il devra notamment faire un voyage de 2 ans dans un vaisseau spatial qui s'appelle The Limiting Factor, donc le facteur restreint, et 2 ans, tenez-vous bien, 2 ans pendant lesquels il devra apprendre à jouer. Donc c'est pour dire aussi la complexité du jeu en question. La décision est évidemment éminemment difficile à prendre, mais il ne veut pas perdre de vue son réseau relationnel, ses amis. Donc sa décision est presque d'ores et déjà prise, quoi. Et c'est là où, bien sûr, un certain nombre de choses vont s'enchaîner. Donc, ce que l'on comprend, bien sûr, aussi, c'est ces espèces de tiraillements entre les passions que l'on peut avoir, ou les objectifs professionnels que l'on peut avoir et l'exploration de l'amitié, notamment entre les drones et les êtres humains. Donc là aussi, ce livre se démarque plutôt bien de ce qu'il précède. Les drones et autres GSV, GCU sont avant tout des individus, comme je le disais dès le départ, avec pour chacun d'entre eux une personnalité propre. Ici, nous avons affaire, par exemple, à 2 extrêmes symboliques, presque 2 clichés, mais qui clairement ont leur importance. Et c'est vrai que j'en parlais au départ en présentant les personnages, mais sans remarquer finalement la distance qui sépare ces 2 personnages, puisque nous avons Shameless, qui est donc ce fameux drone qui est vieux de plusieurs millénaires, qui a eu une existence en tout cas de plusieurs millénaires, qui est gentil, qui est affable, soucieux de son entourage, presque une version dronisée, j'ai envie de dire, de Gandalf. Et nous avons également droit à son opposé, Morinskell, le presque entre guillemets jeune drone frustré, en manque d'action et de combats explosifs. À tel point d'ailleurs qu'il est capable de fomenter les pires manigances pour arriver à ses fins. À noter également qu'il est peut-être dans l'entourage de Gurgé à dessein, afin de l'obliger à faire quelque chose que Gurgé ne ferait pas en temps normal. Donc le fait que ce
ce drone vienne dans l'entourage de Gurgé à plusieurs reprises, alors qu'il n'est pas très sympathique, serait éventuellement une manœuvre très spécifique. Il faut aussi le signaler. Ce qui sous-entend bien sûr, c'est que Contact et Circonstances Spéciales, donc comme je le disais, qui sont les services d'espionnage, plans et actions de la culture, savent très bien ce qu'ils font, et notamment dans ce cas précis. Et c'est peut-être aussi ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un autre jeu d'influence qui s'effectue sur Gurgé sans qu'il ne s'en rende compte. C'est-à-dire que lui, il est concentré sur ce qu'il a à faire, il est concentré sur ses relations affectives, amicales, amoureuses. Il est concentré sur les jeux, il n'est pas du tout, il regarde pas. C'est assez intéressant de voir qu'un joueur professionnel qui utilise des drogues d'ailleurs pour être meilleur quand il joue à certains jeux en particulier, ne se rend pas compte du jeu qui se joue autour de lui, en fait, par d'autres entités. Et ça, c'est assez rigolo, en fait, de voir ça et de se rendre compte de ça. Parce que, finalement, c'est ça qui est ironique, c'est qu'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la culture, si ce n'est le meilleur. Et malgré cet état, ou plutôt cette considération de surface, il n'est justement pas conscient du jeu qui s'effectue au-dessus de sa tête. Et à ses dépens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gurgé est à un point de sa vie assez spécifique aussi. C'est pareil, c'est là où on voit où peut-être la manipulation. Quand je parle de manipulation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste une question de manipulation psychologique, émotionnelle. Elle est là, elle est possible. Vous avez un activateur qui est là pour mettre ces éléments en place. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il y a des questions d'ordre bien plus pratico-pratique et matériel, c'est-à-dire la manipulation du temps et de l'espace, c'est-à-dire les distances à parcourir pour pouvoir jouer, le fait d'arriver à un festival sur une planète donnée pour pouvoir jouer au jeu en question, le fait d'être entraîné pour le jeu en question. Donc tout ça demande une énorme planification dans laquelle Gurgé se trouve et dans laquelle Gurgé a un certain libre arbitre, même si ce libre arbitre est entaché à un moment donné. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un joueur invétéré, dans le sens, c'est un joueur qui aime gagner, c'est un joueur qui prend le jeu au sérieux, et les jeux auxquels il joue au sérieux. Mais il a besoin de sentir il est potentiellement possible pour lui de se prendre une raclée et que le risque de perdre son statut de meilleur joueur est très très présent à l'esprit de Gurgé. Et dans ce sens-là, effectivement, on comprend qu'il est un peu égomaniaque et que donc il y a des leviers psychologiques qui sont sur lui dont il ne tient pas à avoir trop conscience finalement. Et justement, il se fait piéger comme un débutant. Sans rentrer dans les détails, vous avez un drone qui va lui faire une proposition, un contrat faustien et diabolique. Ce contrat en question, il ne va pas savoir le refuser. Comme je le disais également, même si on ne le sait pas immédiatement, les différents niveaux de manipulation psychologique qui s'opèrent entre circonstances spéciales et Contact et les drones qui composent cette institution, ainsi qu'un certain drone en particulier, jusqu'à Gurgé, montre, et c'est dans ce sens-là que le bouquin est intéressant aussi, montre toute la complexité des hiérarchies sociales et des différentes pressions qui s'exercent sur chaque individu, même si la pression en question, elle est indirecte. Et c'est donc une des thématiques essentielles, c'est-à-dire les relations sociales entre les entités biologiques et les intelligences artificielles qui définissent la culture. Et justement, donc on a un aperçu, on voit de quelle manière ça fonctionne, on voit le côté sympathique, on voit les côtés moins sympathiques. Forcément, si vous avez affaire à quelque chose de largement plus intelligent que vous, et qui peut éventuellement avoir besoin de vous, et qui à ce moment-là va vous considérer comme un outil pour arriver à ses fins, soyons très clairs, tout comme un milliardaire va embaucher certains individus à hauteur de 100 millions de dollars pour arriver à ses fins, par exemple, hein, comme on peut l'entendre en ce moment, on comprend bien que cette fameuse relation ou cette structuration sociale entre ces différents éléments, elle peut se comprendre si vous avez affaire à des intelligences qui sont largement plus importantes que vous, largement plus vastes que vous, donc avec un accès à des données, etc. etc. Je reprends la métaphore de l'animal domestique, parce que c'est ça, hein, je veux dire, je pense que c'est un... Alors peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est pas la meilleure analogie, peut-être qu'en effet, certaines intelligences artificielles vont nous voir comme des insectes plutôt que comme des animaux domestiques potentiels, donc peut-être. Mais enfin, il faut comprendre qu'on a la capacité de communiquer avec éventuellement. Même s'ils sont capables entre eux de communiquer de manière extraordinairement rapide,
du fait des éléments dont ils sont composés, fibre optique, etc. etc. Si vous faites du chat à 300 000 km/s, forcément, ça peut aller assez vite. Et si éventuellement vous faites du chat entre intelligence artificielle à des distances plus grandes, mais avec une quasi-instantanéité pour la communication, forcément, là aussi, comparé à la communication entre les êtres humains, qu'elle soit informatisée ou pas, c'est forcément différent. C'est-à-dire la bande passante, comme on dit sur ces sujets-là, en termes de communication, est très différente et variable entre les différentes entités qui doivent communiquer. Donc ça, c'était un des aspects relationnels, enfin un des aspects thématiques de ce bouquin que j'ai beaucoup apprécié, qui était beaucoup moins présent dans les deux premiers textes dont j'ai parlé, donc à savoir Une forme de guerre et L'état des arts, puisque dans les deux cas, enfin dans le premier cas, on est direct dans une aventure picaresque avec un fond le fond d'une guerre qui se trouve tout autour des personnages et qui parfois donc les influe directement. Et dans le deuxième cas, vous êtes avec un personnage de la culture qui se trouve sur Terre. Donc ce sont des choses différentes. Là, on a vraiment accès, je dirais, à la base de certaines des relations et de ce qui va et de ce qui va moins bien, quoi. Voilà. Et dans ce sens-là, c'est ça qui valait la peine et c'est un des éléments qui m'avait beaucoup plu. Donc, il est indéniable dans cette perspective que l'on peut faire un parallèle parfait entre le jeu en général, et c'est effectivement difficile de ne pas le faire, entre le jeu en général et la réalité, où les règles du jeu, même celles que l'on ne perçoit pas, sont tout aussi importantes que le jeu proprement dit. Là aussi, il y a beaucoup de subtilité par rapport à ça, dans le fait que... Bon, déjà, le fait de voir que Banks était quelqu'un de passionné par le jeu, ça se voit immédiatement, c'est-à-dire que le jeu est à la base de beaucoup de choses dans les sociétés vivantes, animales. Je veux dire, les animaux jouent, les mammifères jouent en tout cas, les oiseaux jouent aussi, donc il n'y a pas que les mammifères. Vous avez quand même beaucoup de choses dans les relations entre les différents éléments du vivant qui passent par le jeu, soit en imitant des conflits possibles, donc cela a une fonction d'entraînement préalable, soit juste pour être en mesure de communiquer avec une espèce différente à travers le jeu. Donc ça aussi c'est très très intéressant dans le, excusez-moi de répéter le mot, mais dans le sens où on voit bien qu'il y a des manières de communiquer entre différentes espèces qui peuvent s'effectuer à travers quelque chose qui apparaît comme étant ludique, mais qui en fait est quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est-à-dire l'apprentissage de certaines règles qui sont évidentes ou présentes, c'est-à-dire si un animal commence à vous mordre trop fort, par exemple, je veux dire, que vous lui faites comprendre qu'il vous mord un peu trop fort, si c'est un animal domestique, bien sûr, il va le comprendre. Mais pas que d'ailleurs, hein. Si vous avez des tigres qui sont entre eux et qui jouent entre eux, il est évident que si ça doit rester un jeu, les griffes seront pas là, quoi. Donc, vous avez tous ces aspects-là, en fait, qui montrent, en fait, les concepts de retenue et en même temps du fait de s'adonner à un certain type de communication avec d'autres. Donc ça c'était génial de voir ça et de voir que la fonction de Gurgé en tant que joueur hors pair de la culture s'effectue dans un autre jeu, dans un méta-jeu qui a aussi son importance, mais qui est un jeu beaucoup plus sérieux puisque c'est le jeu de la diplomatie, c'est le jeu de l'espionnage, c'est le jeu de la guerre éventuelle, potentiel qui peut se produire. Donc c'était vraiment vraiment chouette. Donc comme je le disais, les règles du jeu, même celles que l'on ne perçoit pas, sont tout aussi importantes que le jeu proprement dit, sur lequel Gurgé va devoir se concentrer. Et pendant 2 ans de voyage dans l'espace, notamment, ce qui n'est pas une petite période pour s'entraîner à un jeu, encore que je suppose que les joueurs d'échecs s'entraînent tout le temps, donc c'est pas nécessairement une période de temps aussi importante que ça, mais bon, pour un nouveau joueur, c'est quand même important. Ouais. D'ailleurs, à bien y réfléchir, et c'était effectivement vrai, c'est qu'on se trouve... Alors, il y a quelque chose aussi de très rigolo, c'est que un vaisseau spatial c'est une simulation, enfin c'est une simulation d'une réalité locale, c'est-à-dire d'une réalité possible pour soit un être humain, soit peu importe, hein, je veux dire être humain ou pas, c'est une réalité qui est simulée pour permettre la survie d'un individu, d'accord? Donc avec un certain nombre de paramètres qui sont
la motorisation, l'atmosphère, la pression, l'accès à de la lumière, la nourriture, etc. etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Gurgé, c'est la réalité qu'il va expérimenter dans ce vaisseau nommé le facteur restreint. C'est quand même assez rigolo, hein. Et, the limited factor, le nom étant bien sûr indicatif des conditions de vie à bord qui, bien que luxueuses pour un vaisseau naviguant à des vitesses supraluminiques, sont tout de même un peu spartiates et étroites pour y rester 2 ans d'affilée. Ce, bien sûr, qui ne manque pas d'ailleurs d'illustrer que si l'esprit est occupé pleinement, concentré, en mouvement, l'endroit importe peu du moment qu'il est confortable à minima. Je me rappelle avoir vu un auteur américain, donc une dame qui est d'ailleurs dans mes contacts Facebook, qui avait fait le parallèle entre en Asie mineure, en Assyrie, si je me souviens bien, il y a eu une famine à un moment donné, donc il y a genre 4000, 5000 ans, etc. Enfin bon, il y a très longtemps, et qui indiquait que pour faire passer le fait que les denrées périssables donc qui permettent de subvenir à ses besoins physiologiques étaient comment dire étaient enfin donc ils étaient dans un état de famine, ils n'avaient pas accès à ces ressources-là. Eh bien tout simplement le roi de ce royaume a décidé d'avoir des jeux un jour sur deux pour l'ensemble de la population. Donc ça devait être certainement dans une ville en particulier en Assyrie, qui fait que pendant qu'il jouait, en fait, il ne mangeait pas, et le jour d'après, il jouait. Donc c'était un jour sur deux. Un jour, un joue, et le jour d'après, si vous me permettez aussi l'expression qui fait référence à un film, et le jour d'après, vous pouvez manger, peut-être pas autant que vous le voulez, mais vous pouvez manger. Et ce qui fait qu'ils sont arrivés à passer une famine comme ça, en n'ayant pas à manger tous les jours. Et ça aussi, j'avais trouvé ça intéressant, sachant que bon, enfin, je suis quelqu'un qui jeûne, enfin pas à intervalles réguliers, mais au moins 1 à 2 fois par an. Je trouvais ça intéressant, sachant aussi que ce que l'on ne dit pas sur le jeûne, ce qui n'est pas dit en Occident, hein, au passage, très peu dit dès lors que les références de ce type sont faites, c'est que si vous faites des statistiques concernant les cancers, vous réalisez très vite qu'il y a moins de cancers dans les endroits où le jeûne s'effectue. Voilà, je n'en dirai pas plus, je laisserai les gens faire leurs propres conclusions personnellement. Alors, donc bien sûr, notre cher Gurgé et son vaisseau spatial, le facteur restreint, le limited factor, vont arriver dans l'Empire d'Azad. Et donc il va bien falloir faire une présentation de ce fameux jeu auquel il va jouer, le jeu d'Azad. Il faut comprendre, c'est que le jeu d'Azad prend le nom de son empire. Donc l'empire s'appelle du même nom, l'empire d'Azad. Alors il est évident que lorsque on se retrouve donc il est évident qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une configuration d'ordre diplomatique, hein, puisque Gurgé est présenté comme le représentant de la culture auprès de l'Empire d'Azad, et il est présenté comme un représentant qui est capable de jouer à ce fameux jeu. Donc bien sûr l'accueil d'un représentant d'une autre civilisation qui de plus vient jouer à leur sport national est d'une donc cet accueil est d'une très grande politesse et les accents diplomatiques sont tous respectés. Presque les parties vont s'enchaîner progressivement d'ailleurs. La ZAD est apparemment une représentation de la réalité à différents niveaux. Donc ça aussi c'est intéressant de faire le parallèle entre le jeu d'Azad et ce que l'on a vu dans le bouquin précédemment, de ce que l'on a lu dans le bouquin précédemment en termes de différents niveaux de réalité, de connexion et d'interconnexion entre les personnes et de jeux qui se passent au-dessus de vos têtes. J'aurais presque envie de parler de multidimensionnalité là aussi et de dimensions auxquelles on n'a pas accès mais qui peuvent influer sur notre devenir. Ça aussi, ça a beaucoup d'importance, je pense, et j'ai trouvé juste ça absolument génial, quoi. Et dans ce sens, bref, c'est aussi pour Gurgé une découverte évidemment de la société d'Azad, qui comme dans le jeu, ont des plateaux mineurs, hélas, à savoir des endroits louches et peu recommandables, où le jeu de la vie peut s'arrêter très rapidement et très aisément. Donc soyons aussi très clairs là-dessus, il y a une critique dans... Je pense qu'il s'en est donné à cœur joie Banks, hein, notre cher Id Banks s'en est donné à cœur joie dans ce bouquin, puisqu'il y a une... Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu d'Azad, votre niveau dans le jeu d'Azad correspond à votre niveau social. On va le faire très simplement et très rapidement. Donc vous avez des
des professions qui sont en relation, ou un statut social qui est en relation directe avec votre niveau de jeu. Et donc dans ce bouquin, comme je disais, il y a une critique de la notion de propriété, mais spécifiquement associée à l'utilisation du jeu d'Azad, ainsi qu'une critique de la hiérarchie et des sociétés de classe où la propriété différencie les gens les uns des autres. Comme si c'était quelque chose de naturel, il est évident, et je veux dire, ça va être difficile de passer à côté, il est évident que la comparaison qui s'effectue entre cette société fictive et la nôtre n'est pas un accident. Parler d'une société où tous les vices, ou presque, parce que bon, on va en arriver à ça aussi, hein, tous les vices ou presque sont autorisés, du moment que vous êtes un joueur doué dans le jeu de la vie locale, voire général, me semble être tout sauf anecdotique en effet, étant donné que certains de nos processus sociaux et financiers sont aussi basés sur des principes équivalents. Donc c'est un livre qui est important quand même dans sa subtilité, je trouve. Subtilité auquel, soyons aussi très honnêtes, enfin c'est un livre que j'ai lu il y a moins de 30 ans, donc il y a au début 2000, fin 90, fin 99, début 2000. Je l'ai lu très très rapidement, j'ai pas fait trop attention à tout ça. Enfin c'est resté pareil, je pense que bon, il y a des bouquins qui me plaisent bien. Celui-ci m'a plu, mais j'ai pas plus que ça. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que je lisais tellement de bouquins à ce moment-là que, comment dire, c'était un parmi d'autres. Et comme j'ai commencé, si je me souviens bien aussi, ouais, j'ai commencé à lire en anglais et j'ai pas commencé avec ce bouquin. Avec les bouquins de banque, à lire en anglais, j'ai commencé à les lire en français. Mais j'ai commencé à lire des bouquins en anglais, en effet, il y a 25 ans à peu près. Et donc, c'était avec du Peter F. Hamilton, donc des choses totalement différentes, enfin des gros pavés. Mais je me suis dit, tant qu'à être brutal par rapport à ma compréhension de la langue, autant y aller de cette manière-là. Surtout si le bouquin me plaît, et comme le bouquin me plaisait, bon, bref, c'est un autre sujet, excusez-moi. On revient sur l'homme des jeux. C'est en effet un livre important pour les personnes qui sont intéressées par la notion de jeu, parce que, qu'il soit de plateau ou qu'il provienne du jeu vidéo, c'est un jeu qui montre et qui démontre la dimension psychologique dans l'appréhension d'un jeu, notamment dans la création de schémas mentaux représentant certains états du jeu, sans compter bien entendu la dimension émotionnelle ainsi que sa maîtrise nécessaire pour garder une vision claire du jeu en cours et des potentialités qui peuvent vous amener à gagner. Donc ce que l'on apprend de la société de l'Empire d'Azad, qui est un empire galactique aussi, enfin qui est un empire spatial, donc qui a la propriété de 3 ou 4 planètes je crois, qui fait la guerre sur quelques autres aussi, quand on lit le bouquin. Donc c'est une société du spectacle, ah tiens, comme si c'était la seule, et de la cruauté. Donc c'est une cruauté qui est poreuse, qui s'infiltre un peu partout dans toutes les strates de la société, et soyons très honnêtes, qui correspond à du sadomasochisme à l'échelle de la civilisation d'Azad. Alors ce qui est assez drôle et moins drôle, en fait, vous avez un ambassadeur de la culture, donc qui voit les rites et le côté exotique des coutumes impériales, des coutumes d'Azad, qui ne passe pas inaperçu justement pour cet ambassadeur de la culture, et qui, comme il est ambassadeur, s'y adapte fort bien, alors que Gurgé, qui est un observateur et qui est juste là pour jouer, se concentrer sur un jeu qui est bien compliqué, pour Gurgé, ça devient totalement dégoûtant, pour ne pas dire totalement vomitif. Mais petit aparté, ça va être difficile de ne pas en parler, étant donné que nous sommes en pleine histoire Epstein, Trump et compagnie. Ne pensons pas que nous n'avons pas eu ce genre de choses en France ou en Belgique, parce que bien sûr, nous y avons droit. D'ailleurs, je crois qu'une des personnalités de l'affaire Epstein est un Français qui s'est suicidé sur Paris, au passage, donc était un ami d'Epstein. On se retrouve clairement aussi dans une critique de ça, c'est-à-dire, quand je parle ça correspond à du sadomasochisme à l'échelle de la civilisation d'Azod, c'est pas le BDSM que je critique, c'est-à-dire le BDSM consensuel entre différentes personnes. Non, c'est pas ça. C'est par contre ce qu'ont fait un certain nombre de dirigeants qui ont imposé leur volonté à des gens qui soit n'étaient pas en mesure de
de consentir parce que c'était des mineurs, soit parce qu'ils ont refusé et qu'on les a contraints avec du chantage, que ce soit vis-à-vis de leur famille, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce bouquin, on se retrouve précisément là-dedans. Précisément là-dedans. Je pense que, bien entendu, on peut être... Enfin, ce sont des affaires d'État maintenant qui ont donc leur importance, c'est évident. Je crois que, bizarrement, il y a une scène dans Game of Thrones, donc, qui est une scène qui est tout à fait fictive, c'est peut-être ça qui m'a le plus choqué, c'est la chasse à courre d'un individu qu'on retrouve aussi dans l'échiquier du mal, au passage, dont j'ai parlé précédemment, et qui est un podcast que vous pouvez retrouver sur ma page. Et cette espèce de chasse à courre, là, en effet, qui se produit entre... Enfin, c'est pas de la chasse à courre, là, pour le coup, ce sont des chiens qui chassent une demoiselle, dont on entend... Enfin, on voit pas ce qui lui arrive, mais bien entendu, le principe même du milking à la fin, on entend au niveau audio ce qui se produit et c'est pas très joyeux à entendre. Je me suis toujours dit, enfin c'est marrant parce qu'on écrit ça dans des bouquins comme L'échiquier du mal, on voit ça dans Game of Thrones, donc on le voit pas nécessairement là dans le bouquin mais, dont je parle, mais on voit bien qu'il y a une certaine tendance à certaines personnes d'un certain... mais ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, il y a bien un parallèle qui est fait dans la fiction, entre la réalité et ce que l'on trouve dans... il y a des gens qui s'excitent à la vue de la cruauté qu'ils peuvent infliger à d'autres, mais de manière non consentie. Et ça c'est quelque chose d'assez... bon, il n'y a pas que... D'abord, il n'y a pas que les affaires avec... les affaires de pédophilie, hein. Il suffit de voir ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est pareil, c'est vraiment pas beau à voir, quoi, hein. Je veux dire, c'est juste atroce, quoi, ce qui se passe. Je veux dire, la cruauté absolue qui est imposée à des gens qui ne demandent qu'à vivre, c'est juste atroce, et qui, au passage, s'en prennent là aussi à des enfants, c'est-à-dire, on est dans une drôle de période là, où ce sont les plus faibles qui prennent. Vous savez, c'est comme si il y avait quelque chose de pareil de l'ordre du psychologique, c'est-à-dire les gens plus âgés, parce qu'ils sont plus âgés, veulent imposer leur volonté à des gens beaucoup plus jeunes, sans que ces plus jeunes donnent leur autorisation. Il y a quelque chose de l'ordre que je trouve profondément infect, hein, en fait, hein, pour être tout à fait clair. C'est pas quelque chose qui me dépasse. Je veux dire, comme je dis, j'ai rien contre les choses qui sont consensuelles, hein, bien au contraire même. Je veux dire, que les gens se fassent plaisir autant qu'ils le veulent, comme ils le veulent, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, j'ai envie de dire que ces gens qui imposent de la cruauté, je veux dire, je pense que je serais capable de me déshumaniser pour eux, quoi. Vous voyez, parce que c'est juste atroce, quoi. C'est juste atroce. Bref, c'est un aparté, vous m'en excuserez, mais le parallèle est évident avec la civilisation d'Azad. C'était difficile à pas le faire parce qu'on voit des choses qui sont assez écœurantes, quoi. D'ailleurs, tiens, comme dans une forme de guerre contre Sidef Lebas, vous avez la possibilité de parier votre vie ou de parier certaines parties de votre corps. Donc c'est une possibilité dans cette civilisation, il faut savoir. Donc j'ai oublié de présenter ce drone-là, mais j'ai parlé de son nom à un moment donné. Mais vous avez, donc Gurgé a un drone qui est garde du corps et qui s'appelle Flair Imsao. Et Flair Imsao, avec son professionnalisme et sa froideur de drone, lui propose une visite des rues de la capitale, ou plutôt des bas-fonds de celle-ci. Ce à quoi il a accès à ce moment-là, ce n'est qu'un spectacle de maltraitance à ciel ouvert, de clochards malodorants, de putréfaction directe sans aucun soin, cadavres fraîchement tués, bagarres en cours, ou simplement faibles de corps et d'esprit, battus pour le plaisir de ceux qui s'y emploient, ou pour ceux qui ne font que regarder l'action en cours au passage. Sans compter le fait que les actes les plus vils sont broadcastés dans des channels exclusifs, réservés, comme par hasard, aux différents échelons de l'administration, donc qui se gorgent de snuff movies, de torture. Dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, si vous avez des gouvernements qui torturent, vous avez des caméras et vous avez des gens qui gardent ces films-là et qui, entre guillemets, soyons très clairs, s'excitent sur ces choses-là.
Hein, il faut être conscient de ça. On est dans ce genre de société à l'heure actuelle, il faut le savoir. Bref, et j'en passe, donc l'Empire se gargarise de ses méfaits à longueur de temps. À longueur de temps et à longueur de jeu. On se retrouve à un moment donné, donc, enfin, c'est vers la fin du... Et je tenais d'ailleurs à signaler par rapport à ça, puisque j'ai parlé, justement, il y a une comparaison sociale qui est effectuée. Donc vous avez la société galactique de la culture, donc où on voit comment vit un joueur, donc un joueur quasi professionnel ou un joueur professionnel, soyons très clairs, qui est un des meilleurs joueurs de la culture. Donc on le voit dans son environnement de vie au jour le jour, et on le voit ensuite donc transféré. Donc il y a un côté Voltaire aussi, hein, enfin voltairien, enfin pardon, donc de Candide, hein, qui se retrouve sur une autre planète, et qui enfin là qui a accès à une culture différente et qui fait des comparaisons avec la sienne. Là aussi c'est très très marquant en fait de voir ça. Enfin c'est très marquant dans le sens où vous avez bien la comparaison qui est faite entre ces deux cultures. Donc vous avez une où c'est pas des tendres non plus la culture. Enfin ils espionnent, ils utilisent des agents, pas toujours de la meilleure manière. Ils peuvent manipuler les personnes qui se trouvent dans la culture sans que ces personnes ne s'en rendent compte, parce qu'un certain nombre de paramètres ne sont pas accessibles pour les personnes en question, donc il faut comprendre ça. Mais bien entendu, dès lors qu'on arrive dans l'Empire d'Azad, on voit des choses atroces, quoi. On voit des choses atroces, parce que dès lors que... En fait, c'est très simple, quand Gurgé arrête de jouer, après il va se promener un petit peu, donc il va dans des lieux où il y a... Enfin, dans les bas-fonds, quoi. Hein, et donc il voit comment ça se passe, et il voit la cruauté qui s'étale toute la nuit, quoi, ou presque. Donc après toutes ces péripéties, on se retrouve sur Acronadal, qui est la capitale du jeu, la planète de feu, et qui est le lieu où les dernières parties seront effectuées. Alors petit élément qui a son importance, le narrateur est une machine, certainement un drone, qui pour l'instant préfère rester incognito, ce qui bien sûr a son importance pour l'ensemble de cette histoire, ainsi que son dénouement. Dans tous les cas, il y a une comparaison évidente avec nos sociétés, en effet, où la pédophilie, comme je le disais, et le fait d'abuser des plus faibles est plus ou moins la norme de certains milieux. Hollywood aussi, hein, faut pas oublier que Hollywood, ils ont une sacrée réputation sur ces sujets-là aussi. Rappeler cet élément permet de mieux comprendre ce que Banks essayait de faire passer comme message. Nos sociétés, à certains endroits, dans certains moments, ne sont pas vraiment des modèles de civilité, mais plutôt de cruauté totale, absolue et admise. Le parallèle est évident, il fallait le souligner, et ce, bien sûr, sans aucune ambiguïté. Et donc, ce qui se produit, c'est que il y a une transformation progressive du personnage. Donc, c'est classique, hein. Le personnage observe un environnement différent, l'environnement imprègne le personnage, et notamment à travers le jeu d'Azad. Donc il y a une différence peu à peu de plus en plus grande vis-à-vis de tout le reste, même des victimes sociales du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est tellement complexe. C'est-à-dire vous avez différents plateaux de jeu. Alors bien sûr vous ne jouez pas à tout en même temps. C'est-à-dire un jour vous jouez sur un petit plateau, d'autres jours où vous jouez sur un autre petit plateau, et puis un troisième jour pareil, et le cinquième, vous jouez sur le plateau qui a un récapitulatif des petits plateaux précédents, par exemple. Donc ça, il faut comprendre que c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Et Gurgé devient de plus en plus froid, transforme, il y a de plus en plus d'indifférence, comme je le disais, vis-à-vis de tout le reste, vis-à-vis de ses victimes. Et l'absorption dans le jeu est telle qu'il en oublie ses proches, qu'il en oublie ses amis de la culture. C'est un jeu qui accapare toutes ses ressources mentales. Toutes les ressources mentales d'ailleurs de n'importe quel individu, et ne laisse plus rien à la place. Et ça aussi c'est un des aspects qui est super intéressant dans ce bouquin, c'est-à-dire que l'absorption est telle que la réalité se confond avec le jeu. Et Gurgé, d'une certaine manière, va être totalement absorbé par le jeu, comme s'il ne faisait plus qu'un avec. Je me répète, le jeu, éminemment complexe, se joue en plusieurs manches, divisé en plusieurs plateaux de jeu, et un plateau principal. Et le jeu devient leur vie.
La concentration de Gurgé est telle, ainsi que celle de l'empereur d'Azad, qui est le joueur suprême de l'Empire d'Azad, que le jeu devient l'arène. Et ça aussi, c'était absolument génial quand je l'ai lu. C'est un des aspects que l'on trouve aussi dans une forme de guerre contre Seed of Lebas, où à un moment donné, vous avez un des personnages, le capitaine du CAT, qui se confond totalement avec un des personnages qu'il observe, qui est Orsa justement, qui l'observe par des moyens interposés. Donc là c'est pareil, on se retrouve, donc on sent bien que c'est quelque chose qui anime Banks quand il écrit ces bouquins-là, c'est-à-dire que la concentration sur un jeu donné est telle qu'il y a un phénomène presque mimétique qui rend flou la réalité autour de soi et qui fait que le jeu devient la réalité d'une certaine manière. Et en effet, à travers ça, et à travers le fait que vers les dernières manches, Gurgé joue contre l'empereur, le jeu devient l'arène symbolique entre la culture, c'est-à-dire la manière de jouer de la culture, et l'empire d'Azad. Donc culture qui au final, du fait de sa sophistication, du fait des subtilités qu'elle est capable d'utiliser, émerge comme vainqueur. C'est pas le plus intéressant hein, que Gurgé soit vainqueur ou pas. C'est pas un spoiler quoi, vraiment pas. Et comme le jeu est à la base, c'est ça qui est intéressant. C'est comme le jeu est à la base de toutes les relations sociales de Nikosar, c'est-à-dire Nikosar c'est l'empereur d'Azada, de ce fameux empire. L'empire à la fin, l'Empire, la culture finit par se substituer à l'Empire, étant donné que c'est le jeu qui transforme. Alors, c'est peut-être un spoiler, excusez-moi, mais c'est difficile de parler de ce bouquin, de parler de ces thématiques, sans ne pas parler comment dire, du parallèle qui est fait entre la réalité politique et le jeu en tant que tel. Mais l'empereur perd, donc il n'a pas 36 000 solutions en fait. Alors effectivement, l'empereur va choisir certaines modalités pour arriver à ses fins. Bon, je vous laisserai bien entendu le plaisir, si vous n'avez pas lu ce bouquin, d'aller jusqu'au bout et de voir, enfin de lire en tout cas ce qui s'y passe. Mais c'est assez intéressant. Ça fait d'ailleurs penser, enfin clairement, à des comparaisons très claires, hein, très marquées entre les systèmes démocratiques qui ont leurs défauts, hein, soyons très clairs. Hein, les gens parlent beaucoup, les gens parlent trop, les actions n'arrivent pas forcément. Le despotisme, l'autoritarisme qui est très efficace initialement et qui finit par l'être moins au final parce qu'il n'y a pas d'autonomie de chaque individu dans des systèmes despotiques et autoritaires. Et c'est ce qui fait la différence, c'est que Gurgé est un pur produit de la culture dans le sens où il fait ce qu'il veut en tant qu'être humain. Il a choisi de faire ça parce que ça correspond à ses aptitudes, et comme il est devenu très très fort à coup de concentration, de tournois, etc., effectivement, il a développé des potentialités que les autres sur l'Empire d'Azad, finalement, n'ont pas su développer, étant donné que c'est aussi l'aiguillon de la peur qui fait qu'ils avancent ou ils n'avancent pas dans le jeu et donc dans le système de hiérarchie sociale qui est en place. Donc là aussi c'était intéressant, c'était de voir en fait le niveau de concentration du personnage sur le jeu en question. Et donc Gurgé qui bien sûr refait le voyage inverse pendant 2 ans. Donc il a voyagé 2 ans pour y aller, il a joué pendant une année, il revient donc sur la culture dans les zones qui sont celles de la culture. Donc il revient chez lui sur l'orbita dont je ne me souviens plus le nom. Je crois que c'est Cargo Cult, mais je ne suis pas certain. Et bien sûr, ses amis sont là pour le recevoir. Mais le jeu, ce qui est assez rigolo, c'est que le jeu était tellement prenant et complexe qu'il est atteint d'une grande mélancolie, même pour le fait d'avoir eu cette forme relationnelle, comme je parlais justement tout à l'heure, avec les animaux domestiques et les animaux domestiques et les êtres humains, ou les intelligences artificielles et les êtres humains, ou les animaux entre eux. Donc il a eu une communication très spécifique avec l'empereur, du fait de la complexité du jeu, qui fait que c'est quelque chose qui finit par lui manquer, quoi. Forcément, donc il se trouve dans une espèce d'une forme presque de dépression post-traumatique après tout ce qui s'est passé. Mais Gurgé n'était lui aussi qu'un pion dans un jeu politique qui, par nature, le dépassait. Et ce n'est qu'en apprenant l'identité du drone narrateur à la toute fin du livre que l'on comprendra que les IA de la culture cherchaient en effet
à produire un individu comme Gurgé. De manière directe ou indirecte, peu importe, un joueur exceptionnel, totalement habité, focus sur les jeux auxquels il s'adonne. D'ailleurs, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la joueuse qui nous est présentée donc, au départ est prête à prendre sa place. Donc, puisqu'un joueur ou une joueuse, finalement, il avait un remplaçant. Vous savez, c'est un peu comme ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, où vous avez Samwise Gamgee qui... Samwise, on va s'arrêter là, j'ai certainement prononcé le reste pas comme il fallait. Samwise qui doit prendre la place de Frodo si celui-ci décède. Et là, c'est pareil, il y avait une joueuse de Stricken qui nous a été présentée au tout début du bouquin, qui joue avec Gurgé et qui aurait pu gagner. Donc, il y avait cette volonté dans la culture, ce qui nous montre indirectement qu'il y avait cette volonté dans la culture de développer des potentiels particuliers qui étaient susceptibles de défaire l'Empire d'Azad à son propre jeu, justement. Donc c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'il y a un savant mélange entre théorie des jeux, entre prouesse individuelle, entre la collision galactique entre deux civilisations spatiales, avec des valeurs qui sont diamétralement opposées. Donc pour l'une, la domination s'effectue à travers... Et donc pour l'une, la domination s'effectue à travers un jeu de plateau complexe. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce bouquin, mais je pense il est très très intéressant dans sa démonstration et dans sa comparaison socio-culturelle entre deux environnements très différents. Vous avez un environnement qui favorise l'émergence de talents et un environnement où tout est dicté par la peur, des atrocités qui peuvent être commises sur vous si vous n'êtes pas suffisamment bon dans un domaine en particulier. Et alors il y avait ça qui était super intéressant thématiquement, et vous avez bien sûr la thématique des horreurs psycho-socio-sexuelles qui sont infligées à un certain nombre de personnes sans leur consentement et pour le plaisir d'autres. Enfin, c'est juste vomitif, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pas d'autre mot à dire. Quand est-ce qu'on va sortir de cette ornière, de ce type de société où vous avez des gens qui ont besoin... Encore une fois, je veux dire, si ce sont des gens qui consentent entre eux, quoi, c'est autre chose, quoi. C'est profondément autre chose. Mais là, c'est pas le cas. Je veux dire, là, c'est... les choses dont on parle thématiquement à l'heure actuelle dans les infos, etc., ce sont des choses qui se produisent, qui ne devraient plus se produire au XXIe siècle, quoi. Enfin, c'est juste atroce. Enfin, même si ça s'est produit pour certaines au XXe siècle, fin du XXe siècle, c'est juste atroce. Il faudrait que ça s'arrête. C'est là, je pense, franchement, hein, c'est là où je pense que, comment dire, la notion de super-héros aurait quelque chose, ou la notion de super-vilain ou super-héros, parce que finalement c'est pareil, elle aurait aussi, elle peut avoir son importance. Hein. Vous savez, quelqu'un qui apparaît dans la chambre de quelqu'un, qui fait des saloperies, qui en fait de la charcuterie et qui s'en va, hop là, on n'en parle plus, pas de questions posées, châtiment infligé, réel châtiment, enfin même si les châtiments effectués par autrement sont des châtiments mais qui étaient non voulus, enfin qui sont pas voulus là aussi, mais qui sont mérités en tout cas. Bref, voilà, je m'arrêterai là. Par contre, ce qui n'est pas horrible, c'est ce livre. Le livre est absolument excellent. La subtilité des échanges est là. Quand les échanges ne sont pas subtils et quand on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, c'est là aussi. C'est bien expliqué, c'est bien montré. Mais bon, c'est un écrivain hors pair, quoi. Je veux dire, comme on en a peu ou comme on en a eu peu, surtout en matière de science-fiction. Enfin, il y en a d'autres, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas, mais je dois avouer que celui-ci a beaucoup de place dans ma bibliothèque personnelle et beaucoup de place toujours et encore dans ma tête, même encore à l'heure actuelle. La preuve, c'est que je fais des comparaisons avec ce qui se passe ou en fait des affaires qui refont surface en tout cas. Voilà. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Cydiopod. Au revoir.